Alors bonjour à tous et à toutes, je vous prépare une petite vidéo de la correction du C1D 2020 que j'ai distribué en classe, afin donc d'avoir des explications un peu plus détaillées, puisque dans le cas où je n'aurais pas pu répondre à vos questions, pendant la semaine de révision. Alors, commençons par le livret numéro 1. Alors le livret numéro 1, comme vous avez pu le constater, toujours attention, bien lire ceci, la calculatrice n'est pas autorisée, donc c'est bien la distinction entre le livret 1 et le livret 2. Livret 1, on autorise la calculatrice, et alors ce qui est génial, c'est qu'on vous donne tout le matériel que vous aurez besoin. Latte, équerre, rapporteur, compas, crayon de couleur, donc c'est même assez utile finalement pour préparer votre cartable pour le C1D. Ensuite, vous avez donc on vous indique le symbole cross, donc la croix, et le symbole c'est dot, c'est-à-dire le gros point, donc ce sont bien les deux notations qui sont utilisées pour la multiplication. En sachant que le C1D utilise donc ceci pour tout ce qui est calcul algébrique, tandis que le dot, donc le point, pour tout ce qui est calcul littéraux. Donc, par exemple, ici, ensuite, de nouveau, donc, nous avons deux manières différentes de nommer les perpendiculaires. Donc, en fonction de votre professeur, peut-être que votre professeur aurait plus tendance à utiliser ce symbole, tandis qu'il est vrai que moi, j'utilisais plutôt celui-ci. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous prévenir que dans les deux cas, il s'agissait bien donc d'un angle de 90 degrés. Et que pour écrire les coordonnées d'un point, soit on utilise donc bien les parenthèses point-virgule ou la parenthèse virgule. Mais personnellement, je ne suis pas un grand fan de la parenthèse avec virgule, puisque ceci ne fonctionne que si nous avons des coordonnées de nombres naturels. Donc, pour ma part, utilisez tout le temps la notation avec le point-virgule qui est valable que quand vous avez évidemment des coordonnées naturelles, mais aussi quand vous avez des coordonnées réelles. Et ensuite, donc, du coup, plusieurs manières de nommer la distance entre deux points. Donc c'est vrai, par exemple, en secondaire, on aurait plus tendance à utiliser cette notation, ou par exemple, à l'université, on va plus utiliser celle-ci, parfois, assez rarement également, celle-là, tout dépend évidemment de la situation. Mais ne soyez pas perturbés, le C1D utilisera principalement celle-ci. Et donc, on y va, on démarre. Alors, on vous demande de construire envers la bisectrice de l'angle B. Donc évidemment, moi je travaille sur ma tablette, c'est toujours un peu difficile, puisque vous ne voyez pas les constructions que je vais faire. Mais donc, essayez de suivre le raisonnement. Donc pour construire une bisectrice, vous avez plusieurs manières. Donc bien évidemment, la première serait peut-être de mesurer l'amplitude de l'angle avec une équerre Aristo. Donc vous pouvez mesurer cet angle et diviser par deux. Je ne suis pas un grand fan de cette méthode. Pour moi, idéalement, vous allez utiliser quoi? Le compas, beaucoup plus simple. Mettez votre pointe sèche ici et ouvrez à une distance raisonnable et tracez donc normalement, quand vous allez prendre votre compas, bon, vous n'allez pas faire un tour en entier, évidemment, vous prenez juste le point ici. Et puis, de nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? Mettre votre pointe sèche ici, votre pointe sèche là, et ce qui va vous donner normalement une petite croix où vous n'aurez plus qu'à relier. Donc, ici, le problème, c'est que c'est des constructions sur ma tablette, donc vous ne pouvez pas me voir. Et d'ailleurs, regardez, ma tablette n'est vraiment pas faite pour ceci. Mais donc, la bisectrice, juste petit rappel, donc il s'agit bien d'une droite qui coupe un angle en deux angles de même amplitude. Donc, normalement, dans tous les cas, je suis censé obtenir ceci. Voilà, tout dépend de la méthode. Moi, personnellement, je préfère que vous utilisiez la méthode avec le compas, qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide également. Ensuite, on vous demande en bleu quoi? La médiatrice. Alors, la médiatrice, petit rappel, médiatrice, c'est quoi? Il s'agit de milieu, donc c'est le milieu d'un segment, plus la perpendiculaire. Donc, à nouveau, soit vous mesurez le milieu du côté CD avec votre équerre, où vous allez donc placer le point, et puis placer une perpendiculaire à ce segment. Plus simple, moi ce que je vous conseille de nouveau, c'est la construction au compas. Vous mettez votre pointe sèche ici, vous ouvrez aux 3/4 du segment, vous faites une petite croix ici. Vous faites pareil de l'autre côté ici, vous allez replacer votre pointe sèche sur les segments et créer des intersections. Et vous n'aurez plus qu'à relier. Donc évidemment, on commence avec des questions assez difficiles pour moi de répondre par rapport, puisqu'il s'agit de construction, donc évidemment, pas toujours évident. Mais en tout cas, il faut bien qu'elle soit au milieu du segment CD et perpendiculaire. Attention que ce milieu plus perpendiculaire est une définition de construction et non une définition du milieu géométrique. Question numéro 2. Donc, construire un triangle RST rectangle en T dont l'amplitude de l'angle R vaut 35 degrés. Donc de nouveau, moi, ce que je vais faire, c'est un petit schéma. Vous avez plusieurs méthodes pour faire ceci, donc RST. Toutes les questions de construction, malheureusement, ça va être très très dur pour moi. Mais en tout cas, quand on vous dit rectangle en T, c'est bien ceci, un petit 35 degrés. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc normalement, vous tracez plus ou moins ceci, ou alors, tout simplement, vous tracez votre angle de 35 degrés en premier, vous arrêtez où vous voulez, et vous allez tracer donc du coup un angle de 90 degrés. Vous n'aurez pas forcément la même taille que moi. D'ailleurs, c'est en troisième année que vous allez voir les triangles semblables. Vous allez voir peut-être une version plus petite ou plus grande que la mienne. Mais voilà, essayez juste donc de bien comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais cet angle vaut 90 degrés, cet angle 35, donc pour connaître cet angle, vous devez bien connaître le fait que la somme des amplitudes internes, c'est-à-dire que l'amplitude de l'angle T plus l'amplitude de l'angle R plus l'amplitude de l'angle S est égale à 180 degrés. Soit, c'est-à-dire que je fais 180 moins 90 pour cet angle, moins 35 degrés.
Ce qui va bien nous donner du coup un angle de 55 degrés ici, puisque comme ça, la somme de mes angles vaudra bien 180 degrés. Petite parenthèse. Ensuite, on vous demande quoi? Construit en plaçant le point D, le losange ABC. D. Alors déjà très important, l'ordre, hein, vous savez que l'ordre, donc ici, A, B, C. Donc normalement quand je nomme un polygone, évidemment je suis censé soit tourner dans le sens horloger, soit le sens anti-horloger. Donc c'est-à-dire que déjà je sais que le point D va être placé quelque part ici. Donc ne le placer, par exemple pour tous les élèves qui le placeraient là, bah déjà bonne chance pour faire un losange dans ces conditions. Mais là du coup ce ne serait pas le losange ABCD, mais ce serait bien le losange ABDC. Donc déjà petit problème. Et ensuite comment construire ça? Justement s'il s'agit d'une des propriétés du losange, et d'ailleurs la meilleure manière et la plus rapide de construire un losange, c'est de connaître cette propriété, c'est que les diagonales, donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, respectifs et perpendiculairement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand vous voulez construire un losange assez rapidement, moi ce que je conseille c'est, hop, vous faites ceci, c'est-à-dire que la distance qui est là est la même que la distance qui est là, ces distances est pareille et sont bien perpendiculaires, et normalement, qu'est-ce que vous avez plus qu'à faire? C'est-à-dire relier, et dans ce cas-là, vous obtiendrez bien un losange. Et bien c'est ce que je vais faire ici, puisque je sais que le point A et le point C seront donc du coup opposés, puisque j'ai bien un point B entre les deux, donc c'est-à-dire que si je relie AC, eh ben, le segment AC est bien une des diagonales de mon futur losange, et donc je n'ai plus qu'à relier perpendiculairement le point D. Donc déjà, première étape, tracer une perpendiculaire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer la distance qui sépare ceci et la reporter de l'autre côté. Donc, hop, c'est-à-dire que mon point D, bon, ici chez moi évidemment c'est approximatif, mais sera bien ici, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que je n'ai plus qu'à faire? Hop, relier mes sommets. Yep. Voilà. Et vous êtes censé obtenir un losange donc en utilisant la propriété donc, de ces diagonales, c'est-à-dire se coupent en leur milieu respectif perpendiculairement. Ensuite, factorise au maximum en utilisant la mise en évidence. Alors, on va regarder monôme par monôme, c'est-à-dire que j'ai le monôme AX et j'ai le monôme moins XZ. Et donc la première étape serait de factoriser la mise en évidence. Alors, petit rappel, c'est quoi la mise en évidence? La mise en évidence, c'est l'étape inverse de la distributivité, c'est-à-dire que normalement, quand vous avez A fois, entre parenthèses, plus BC, eh ben, normalement, moi, si je suis les priorités des opérations, c'est-à-dire PEMA ou PEMDAS ou PAPUMDAS, tout dépend la manière dont on vous l'a apprise, moi, c'était PEMA, eh ben, normalement, je suis censé faire ma parenthèse en premier. Mais ma parenthèse B plus C, je ne peux pas faire puisque je ne peux pas additionner des bananes et des cacahuètes. Impossible. Exposant, j'en ai pas, et ensuite, je suis censé faire ma multiplication. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Multiplier A fois B, qui me donnera AB, et A fois C, les deux sont positifs, donc réponse positive, AC. Eh bien, passer de ceci à ceci, ça s'appelle donc bien de la mise en... ça s'appelle bien de la distributivité. Alors, distributivité simple. Hop. Par contre, passer de ceci à ceci, ça s'appelle donc de la mise en évidence. Donc, il va falloir réfléchir dans le sens contraire de la distributivité. Et alors, le mot factoriser, c'est quoi? C'est bien transformé en facteurs, c'est-à-dire des facteurs, c'est ce qui compose la multiplication. Vous voyez bien qu'ici, vous avez une multiplication par A, et par ce qu'il y a dans ma parenthèse, c'est-à-dire que A est bien un facteur, et B plus C est bien un facteur somme, d'ailleurs, comme vous allez voir en troisième. Donc, on va réfléchir à l'envers. Comment? Ici, je me rends compte que déjà, donc dans AX, j'ai bien un fois, et entre le moins X et le Z, j'ai bien un fois, donc j'ai bien le facteur X qui apparaît dans les deux, je vais pouvoir mettre X en évidence, et mes yeux font quoi? Eh bien, je vais, entre guillemets, faire ceci, hop, supprimer le facteur que je viens de mettre en évidence. Il me reste quoi? A moins Z. Fini. Ensuite, de nouveau, je réfléchis par monôme, j'ai le monôme 9x, j'ai le monôme plus 3y. Alors, est-ce que j'ai... Première chose à faire, c'est regarder les coefficients. J'ai un coefficient 9, j'ai un coefficient 3, et toujours mettre le plus grand commun diviseur. 9 et 3 appartiennent tous les deux à la table de 3. Et donc, si je mets 3 en évidence, qu'est-ce qu'il me restera ici? Il me restera un 3 et un 1, y que je ne mets pas. Donc, de nouveau, hop, on réfléchit. Oups, pardon, je remets... suite. Voilà, donc j'ai bien mis 3 en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste donc du coup? 3x plus y. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à refaire la distributivité. Donc quand j'ai fait 3 fois 3x, j'obtiens bien 9x, et 3 fois y, j'obtiens bien donc plus 3y. Pour être sûr de vous, mettez toujours, refaites votre distributivité simple. Ici,
Attention, donc là, vous avez plusieurs choses à mettre en évidence, parce que déjà, quand je regarde les coefficients 10 et 15, qui appartiennent tous les deux à la table de 5, et quand je regarde la partie littérale, x carré et x, c'est-à-dire que ce monôme possède 2x, 2 facteurs x, tandis que ce monôme n'en possède qu'un. Donc je ne pourrais en mettre qu'un seul en évidence, et donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me restera donc 2x plus 3. De nouveau, vérifions par la mise en évidence, petite vérification mentale, 5x fois 2x, ça me donne bien donc 5 fois 2, 10, x fois x carré, le premier est correct. Deuxième, hop, 5x fois plus 3, ça fait bien 5 fois 3, 15 fois x, donc 15x. Et nous avons terminé. Alors, l'opposé du cube d'un nombre n. Donc déjà, on parle de l'opposé. L'opposé de quoi? D'un nombre élevé au cube. Terminé. Attention à ne pas confondre avec ceci, qui est le cube. Donc l'ordre des mots a énormément d'importance parce que ceci, c'est quoi? Donc ceci est une faute, bien entendu, même si le résultat est le même, puisque vous savez normalement que le moins est influencé par l'exposant, et comme l'exposant est impair, ça restera moins. Et je peux donc du coup distribuer l'exposant à l'intérieur de ma parenthèse. Donc oui, je sais que le résultat sera identique. Le problème, c'est que si vous l'écrivez sous cette forme, c'est quoi? En fait, c'est le cube de l'opposé. Donc ça, c'est quoi? C'est le cube de l'opposé. À pas confondre avec l'opposé du cube. Donc, petite nuance, ici, qu'est-ce que je devais faire? Je devais mettre ici, donc c'est qu'est-ce qui est élevé exposant 3? L'opposé. Là, qu'est-ce qui est élevé exposant 3? Juste le n. Même si, je répète, le résultat, finalement, est identique, l'écriture de départ ne l'est pas. Et en fonction, justement, si mon exposant est pair ou impair, le résultat ne sera pas le même, puisque si j'avais eu un exposant pair, ma réponse aurait non pas été négative, mais positive. Exemple, moins n, le tout au carré, m'aurait donné, donc du coup, plus n carré. Donc, je supprime ceci. Ensuite, on vous demande quoi? La somme. Alors, la somme, c'est bien le résultat d'une addition. La somme de 1. La somme de 1 est de quoi? Et du triple d'un nombre. Alors, le triple, c'est fois 3 d'un nombre n, donc 1 plus 3e. Fini. On vous demande de calculer. Alors, attention qu'ici, comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas dans du calcul littéral, donc déjà le petit fois qui se trouve ici n'est pas un x, mais bien une multiplication. Et ensuite, moi, la première chose que je fais, moi, c'est mettre PEMA. Pourquoi? Parce qu'on va réfléchir selon les priorités des opérations, puisqu'une opération ne se lit pas de gauche à droite. Ça, c'est par exemple en français. En français, on va lire de gauche à droite. En arabe, on va lire de droite à gauche. En mathématiques, on va lire les opérations selon leur priorité. Donc, on y va. Nous avons donc, du coup, des fractions, une division et une fraction. Donc, l'opération principale de la division que je peux transformer en multiplication. Comment? En inversant ma fraction diviseur. Donc de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé ma division en multiplication. Et donc du coup, la fraction diviseur a été inversée. Donc vous pouvez transformer votre division en multiplication grâce à l'inverse, puisque la multiplication et la division sont bien des opérations qui sont inverses. Maintenant que j'ai fait ceci, puisque je suis dans de la multiplication, eh ben, on ne doit pas mettre au même dénominateur, bien entendu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, avant de multiplier, vérifier si je ne peux pas simplifier. Alors, est-ce que 3 et 4 sont tous les deux simplifiables par un même nombre? Non. Est-ce que 3 et 5 sont tous les deux divisibles par un même nombre? Non. D'ailleurs, ils sont premiers entre eux. Je réfléchis, 7 et 4, non. Et 7 et 5, non plus. Donc, je n'ai rien à simplifier. On va donc multiplier les numérateurs entre eux. 3 fois 7, 21, divisé par 4 fois 5, 20. Fini. Ici, donc, attention, le CE1D adore poser ce genre de questions parce que justement, ici, on a mis quoi? On a mis la division avant la multiplication et on aurait tendance, les élèves, quand ils disent PEMA, d'ailleurs, avant, c'était ça le problème quand on disait PEMDAS, c'est que les élèves croyaient que la multiplication arrivait forcément avant la division. Non, c'est pour ça qu'en classe, qu'est-ce que je disais? Je préférais annoncer PEMA, mais la multiplication et la division ont même la même priorité, et donc la première arrivée, première gagnée. Donc la première qui arrive, eh bien, 15 divisé par 3, qui est égal à 5. Et après, je dois encore faire 5 fois moins 5. Donc, nous avons un nombre positif fois un nombre négatif, réponse négative, 5 fois 5, moins 25. Priorité des opérations, première chose, donc, on va s'occuper de la parenthèse. Moins 3, je n'ai rien à faire. Ensuite, on va devoir faire quoi? L'exposant 2, attention, donc j'ai bien ma base qui est négative, mais l'exposant est pair, donc moins 3 fois moins 3 me donnera bien 9, une réponse positive. Sinon, moins exposant pair, réponse positive. Donc ici, j'aurai 9. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait bien entendu le 1 moins devant, donc ici, moins 9. Attention, avant d'appliquer la règle des signes consécutifs, ou la règle des signes devant une parenthèse, bien suivre les priorités des opérations, puisque ceci me donnait 9. Donc du coup, on obtient bien moins 9 comme réponse finale.
Ensuite, on me demande de calculer les valeurs numériques. Donc les valeurs numériques, c'est quoi? Ce sont les valeurs après que nous ayons remplacé nos variables par des nombres, par des valeurs. Attention du coup qu'entre le 2 et le x, j'ai bien une multiplication, entre le 4 et le y, j'ai bien une multiplication. Et lorsque je remplace, prenez toujours cette habitude de mettre des parenthèses, même si elles servent à rien. Donc si vous remplacez, mettez des parenthèses. Surtout, d'ailleurs, quand il s'agit de nombres négatifs ou... parce que là, le problème, c'est que si on ne met pas de parenthèses avec des nombres négatifs, on va croire que c'est de la division, de la soustraction, alors qu'il s'agit bien de la multiplication d'un nombre négatif. Donc moi, je vais rajouter au début par excès ces parenthèses. Ça veut dire x, alors x. Donc mon x, pardon, je vais diminuer ça. Donc le x est égal à 3, le y est égal à moins 2, et le z est égal à 0. Donc remplaçons, hop, mes variables. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir 2 fois 3, puisque j'ai bien remplacé x par 3, plus 4 fois y moins 2. Attention que moins 2 est un nombre négatif, donc je vais mettre mes parenthèses. Moins 0, donc moins 0. Donc première étape, remplacer correctement. Et je me répète, quand vous remplacez surtout avec des nombres négatifs, mettez vos parenthèses pour ne pas confondre de la multiplication d'un nombre négatif avec de la soustraction. Maintenant, nous allons faire quoi? Régler les priorités des opérations. Parenthèse, j'ai rien à faire. Exposant, j'en ai pas. Mes multiplications, donc je vais faire mon 2 fois 3 et je vais en faire mon plus 4 fois moins 2. 2 fois 3, 6, plus 4 fois moins 2, donc positif fois négatif, réponse négative. 4 fois 2, 8, moins 0. 6 moins 8, attention, je suis au 6e étage, je descends de 8 étages, je serai bien au moins 2. Moins 2, moins 0, le moins 0 en réalité ne servait à rien, il s'agissait d'un neutre, c'est bien le neutre de la soustraction, et de l'addition d'ailleurs, le 0. Donc faites juste attention, 6 moins 8, pensez bien en termes d'étages, je suis au 6e, je descends de 8 étages, il y a de fortes chances que je sois, en fait non, c'est pas qu'il y a de fortes chances, je serai au sous-sol, donc en négatif. Donc de nouveau, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer y par moins 2, et x par 3. De nouveau, moins 2 est un nombre négatif, donc mettez vos parenthèses. Donc je remplace y par moins 2. Attention, au cube, plus x, donc plus 3. Première chose, hop, voilà, on va mettre des couleurs. Première chose, donc du coup, parenthèse, j'ai rien à faire, exposant, moins 2, exposant 3. Attention que ma base est négative, mon exposant est impair, du coup ma réponse sera négative. Donc quand j'ai bien la propriété moins a exposant n, si n est pair, la réponse sera donc positive. Par contre, si n est impair, ma réponse sera négative. Attention d'ailleurs que quand j'écris ceci, le moins n'est pas influencé du tout par l'exposant, puisque ma base, qu'est-ce qui est élevé? Donc moins a exposant n, n agit sur qui? Seulement le a, puisque je n'ai pas de parenthèse. Donc la réponse sera négative, 2 exposant 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 8 plus 3. Je suis au moins 8, je monte de 3 étages, je serai donc du coup au moins 5. Donc faites toujours attention, dès que vous voyez ce genre de calcul, priorité des opérations, et connaître évidemment vos propriétés, notamment les propriétés ici des exposants. Ensuite, dans la figure A, tous les angles sont droits, la figure B est un parallélogramme. Donc on vous dit que tous les angles sont droits, très très bien. Alors, on vous demande quoi? De calculer le périmètre de la figure B, sachant que l'aire de la figure A est égal à l'aire de la figure B. Ok. Première chose, calculer le périmètre de B. Ok, donc ça je sais que je vais devoir faire, je vais devoir calculer le périmètre. Donc moi, périmètre de B, donc je cherche P de B. Hop. Donc moi je remplace en langage mathématique, beaucoup plus simple à réfléchir par après. Donc le périmètre P majuscule de ma figure B. Donc ça, on me le demande. Et en sachant que l'aire, c'est-à-dire A majuscule de la figure A, égale à l'aire de la figure B. On y va. Donc, première étape, calculons l'aire de A. Donc, l'aire de A, c'est quoi? Il s'agit de l'aire du grand rectangle, ici présent, où je vais devoir retirer l'aire de ce carré. Donc, l'aire de la figure A, je l'écris, donc c'est l'aire du rectangle moins l'aire du petit carré. Alors, l'aire, comment calculer l'aire d'un rectangle? Donc, c'est bien longueur fois largeur, donc c'est-à-dire qu'un 5 fois 3, moins l'aire du carré, donc le carré côté fois côté, donc 1 fois 1. Et on me dit que ceci est égal à l'aire de B, donc attention, parallélogramme, c'est bien donc là... Hop, d'ailleurs, ici, voilà, c'est bien la hauteur
fois la base, hein, pour calculer l'aire d'un parallélogramme. D'ailleurs, vous voyez, hein, le petit triangle rectangle qui est ici aurait pu s'inscrire parfaitement ici, et du coup, qu'est-ce que j'aurais eu? Eh bien, j'aurais eu un rectangle, soit j'ai bien longueur fois la largeur, sauf que la largeur, c'est quoi ici? C'est la hauteur, puisqu'elle est perpendiculaire, et la largeur, qui est bien ceci plus ceci. Donc ça, c'est notre inconnu, puisqu'en fait, on est quoi ici? On est clairement dans des équations, puisqu'on vous demande on vous demande d'utiliser une information que vous n'avez pas. Donc il va falloir peut-être instaurer une inconnue que je vais appeler x fois 2. Du coup, 5 fois 3, 15, moins 1 fois 1, 1, est égal à x fois 2, je vais plutôt écrire 2x. 15 moins 1, 14, est égal à 2x. Je dois isoler le x. Attention que qu'est-ce que j'ai entre le 2 et le x? Une multiplication, donc ma multiplication en changeant de membre va devenir une division, c'est-à-dire 14 divisé par 2 est égal à x. C'est-à-dire que x est égal à 14 demi, soit 7. Donc c'est-à-dire maintenant je sais que ceci a une longueur de 7, et comme je suis dans un parallélogramme, je sais que cette longueur égale à cette longueur, et cette longueur est égale à cette longueur. Donc soit vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, soit vous me faites 7 plus 2,5, le tout fois 2, donc c'est-à-dire que le périmètre de B égale à 7 plus 2,5 plus 7 plus 2,5, ou alors, pour ceux qui ont l'habitude, c'est 7 plus 2,5, le tout fois 2. Voilà, tout dépend, donc les deux sont valables, hein, bien entendu, sans aucun problème. Dans tous les cas, hop, nous obtenons bien donc 7 plus 2,5, 9,5. 9,5 fois 2, nous obtenons bien une aire un périmètre de 19. Terminé. Est-ce que nous avons des unités? Non, nous n'en avons pas, donc je laisse 19. Hein, on ne sait pas si c'est des centimètres, des millimètres. À la limite, la seule chose que je peux peut-être rajouter, hop, c'est un lemna, donc ce U1 de grec pour désigner une unité. Et après remplacé par les données, les unités en question. Donc ce U1 allongé entre guillemets, qui est un mu, n'est pas obligatoire, si jamais. Donc faites attention, bien entendu, donc dès qu'il vous manque une information, n'hésitez pas à le résoudre sous la forme d'une équation plutôt que par tâtonnement. Cette question n'est pas si évidente puisque vous devez connaître les formules de périmètre, les formules d'aire, et visualiser aussi, puisque c'est pas évident finalement de visualiser que l'aire de la figure A était l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit carré, et que l'aire de la figure B qui est un parallélogramme. Donc ne pas oublier que l'aire d'un parallélogramme c'est bien la base fois la hauteur. Imaginez, comme je viens de le faire, ce rectangle que vous pouvez dessiner. Et après, tout ça est en utilisant des équations. Donc pas si évident, question sur 4, alors que vous avez quand même besoin de pas mal d'informations sur le coup. Alors, ensuite, on vous demande les aires, donc détermine la figure dont l'aire grisée est la plus grande. Bon, on va compter. Hein. On va compter déjà les carrés remplis. Donc déjà, je pense que cette aire plus cette aire, hein, vous voyez bien que c'est la moitié de mon carré, donc ça plus ça fait déjà 1. Donc ceci plus ceci, on est à 1. De nouveau, ça va avec ça. Ceci va avec ceci, ceci va avec ceci, et lui aussi. Donc généralement, quand on pose ce genre de questions, à part dans le CE1D de l'année dernière, si jamais vous l'avez fait, où on vous a demandé d'estimer, généralement on va toujours essayer de combiner plusieurs R qui feront des unités ensemble. Donc finalement, ça plus ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, j'ai bien 8 unités au carré. De nouveau, comme je n'ai pas de... Bon, ce que je mets, je ne sais pas si c'est des centimètres, des millimètres, donc je mets unité au carré. Et de nouveau, ici, on va compter paire par paire, c'est-à-dire ceci et ceci va former une aire. Ça et ça, la deuxième, 3, 4, 5. Ça plus ça fera 6, et ceci plus ceci, ça fera 7. Donc j'ai bien ici 7 unités au carré. Donc vous voyez qu'elles se combattent assez, donc attention que ça ne va pas forcément se combiner 2 par 2. C'est vraiment de trouver, on va dire, l'aire qui pourrait remplir l'aire d'une autre case, pour essayer de former des cases complètes. Et donc, du coup, justifie ton choix. On l'a fait, on a comparé, puisque je sais que 8 unités au carré sera plus grande que 7 unités au carré. Donc, la figure A a la plus grande grisée, car je viens de l'écrire ici. Voilà. À part justifier de cette manière, je ne vois pas trop comment faire d'autre. Alors, ensuite... On vous demande quoi? De calculer et écrire ta réponse sous la forme décimale. Donc faites attention, ici on est clairement avec des exposants. Exposants négatifs, exposants positifs. Alors c'est quoi encore? N'oubliez pas que, hop, quand vous avez déjà ceci, ne serait-ce que ça, donc ça vous avez bien la base, vous avez bien l'exposant, et en fait votre exposant sert bien à montrer le nombre de facteurs A, c'est-à-dire votre base, que vous avez, hop, donc c'est-à-dire que j'ai n facteurs A. Le problème, c'est les exposants négatifs. Alors, un exposant négatif, c'est quoi? Ça indique une inversion, c'est-à-dire en réalité une division. C'est-à-dire que 10 exposants moins 3, en fait, si j'inverse,
Donc normalement, il est au numérateur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 10 exposant moins 3, je vais le mettre normalement au dénominateur. Et donc, bon, du coup, qu'est-ce qui me reste au numérateur? 1. Donc, ça fait 1 sur 10 exposant 3, 1 sur 1000. Soit une autre manière de le faire, c'est donc comme c'est un exposant négatif, c'est bien un nombre plus petit. Et alors c'est de compter le nombre de zéros, puisque j'ai un exposant moins 3, vous voyez bien que j'ai 3 zéros avec le 0 compris devant la virgule, 1. Plus 10 exposant 2, donc 10 fois 10, 100. Ma réponse finale sera bien donc 100,001, puisqu'on me demande de calculer, d'écrire. Ici, plusieurs manières de faire, différentes, puisque j'ai quoi? J'ai bien un produit de même base, donc j'ai bien la propriété de a exposant n fois a exposant m, où je vais faire quoi? Additionner mes exposants, puisque j'ai bien la multiplication de même base, donc c'est bien une propriété à connaître. J'ai bien une base de 10 que je multiplie, je vais donc additionner les exposants, c'est-à-dire 10 exposant moins 5 plus 4, soit 10 exposant moins 1, et 10 exposant moins 1, de nouveau, négatif, donc avec des petits zéros, et hop, juste un 0, puisque 10 exposant moins 1, donc il s'agit bien donc de 10 exposant moins 1, c'est bien donc 1 dixième, 1 divisé par 10, qui est bien égal à 0,1. Ah bah justement, on va rentrer dans les notations scientifiques. Alors, une notation scientifique, c'est quoi encore? C'est un nombre fois 10 exposant quelque chose, où a doit être plus petit ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, il va falloir déplacer des virgules pour que a soit entre 1 et 10. Normalement, le chiffre de vos unités, ici, il est censé être là, donc normalement, ma virgule, elle est censée être ici. Et où est-ce que je vais placer ma virgule pour que mon nombre soit entre 1 et 10? Eh bien, je pense que je vais la placer ici, comme ça me donnera 1,048. Donc j'ai bien 1,048 fois 10 exposant quelque chose. Alors, fois 10 exposant combien? Hop, eh bien je vais tout simplement compter le nombre de chiffres qu'il y a entre mes deux virgules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai bien 10 exposant 11. De nouveau, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer cette virgule entre le 2 et le 6, comme ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2,64, qui est bien un nombre entre 1 et 10. Donc fois 10 exposant, et combien? Attention, j'ai combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Attention qu'ici, 10 exposant 5, en réalité, c'est quoi? C'est 10 000. Et fois 10 000, je pense que 2,64 fois 10 000 n'est pas égal à 0,000264. Donc attention, c'est pas 10 exposant 5, mais bien 10 exposant moins 5, puisque on a transformé notre nombre qui était beaucoup plus petit à la base avec un nombre qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc faites bien attention, une fois que vous avez compté les chiffres entre vos deux virgules, de bien réfléchir, est-ce que votre exposant est positif ou est-ce que votre exposant est négatif? Ensuite, résout les équations suivantes. Alors, de nouveau, en fonction de votre professeur, vous avez certainement eu plein de manières d'explication différentes. Déjà, moi, je vais faire ces étapes. La première étape, ça va être de calculer dans chacun des membres. C'est-à-dire, pour l'instant, je ne déplace rien. Je regarde le membre de gauche et je regarde le membre de droite et je vérifie si je peux calculer quelque chose. Là, par exemple, je vois que 4, je peux calculer avec moins 2. Donc, je peux déjà faire 4 moins 2, ce qui me fait donc 2. 2 moins x est égal à 3, 3 je ne peux rien calculer. Donc là pour l'instant je vérifie juste si je peux donc développer mon membre de gauche ou mon membre de droite avant de déplacer quoi que ce soit. Ensuite, il va falloir isoler x, c'est-à-dire le mettre tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord isoler en annulant les additions et les soustractions. Donc ici, soit c'est le moins x que je bouge et le 3 de l'autre côté, puisqu'il va falloir trier les termes indépendants, donc par exemple les verts, ici, avec les termes en x que je mets en bleu. Donc il va falloir mettre les bleus avec les bleus et les verts avec les verts en fonction de ce que vous souhaitez en fait. Moi j'aime bien que le x soit directement positif, mais aussi de déplacer le strict minimum. Donc je vais déplacer, personnellement c'est mon choix, je vais déplacer le 2 de l'autre côté. Et le 2 c'est quoi? C'est bien une addition qui en changeant de membre va devenir une soustraction, son opération opposée. Donc ici, qu'est-ce que je vais donc avoir? Il va plus me rester que moins x à gauche, et de l'autre côté, mon 3 qui n'a pas bougé, et mon plus 2 qui va donc devenir moins 2, puisque mon addition va se transformer en soustraction. Je calcule, moins x est égal à 3 moins 2, 1. Attention qu'on n'a trouvé pas x, on a trouvé moins x. Donc si moins x, si l'opposé de x est égal à 1, que vaut x? Moins 1, puisque là, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, une manière de penser, c'est quoi? C'est multiplier le membre de gauche par moins 1 et multiplier le membre de droite par moins 1. C'est une manière de faire. Voilà, de réfléchir. Sinon, vous pouvez réfléchir en français. L'opposé de x est égal à 1, c'est-à-dire que x est égal à moins 1. Donc, première étape, je continue. Calculer ce qui est calculable dans le membre de gauche. Donc ici, je regarde si je ne peux pas calculer quelque chose, c'est-à-dire oui, je peux faire de la distributivité simple. Et là, je ne peux rien faire, donc je vais déjà distribuer. 2 fois x, 2x plus 8, puisque 4 fois 2, ça me fait 8. Donc ça va donc me donner 2x plus 8, qui est égal à 14 moins x. De nouveau,
qu'est-ce que je vais faire? Nous allons trier les termes indépendants d'un côté, hop, et les termes en X de l'autre. Au choix, vous décidez, est-ce que vous voulez mettre les bleus à gauche ou à droite? C'est vous qui choisissez. Pour l'instant, nous allons juste déplacer donc du coup les différents termes. Donc moi, je vais décider de déplacer le plus 8 de l'autre côté. Comme ça, on va le mettre avec le 14 et le moins X de l'autre côté. Hop, pour qu'il rejoigne le 2x. Donc je recopie ceux qui ne bougent pas. Donc celui qui n'a pas bougé, c'est 2x. Et celui qui n'a pas bougé également, c'est le 14. Donc ça, c'est les deux termes qui n'ont absolument pas bougé de place. Donc il n'y a pas de raison de changer leur signe, quoi que ce soit. Le plus 8, qui est une addition, en changeant de membre, va devenir une soustraction. Et le moins x, qui est une soustraction, en changeant de membre, va devenir une addition. Donc on va devoir à chaque fois annuler les opérations. Ensuite, je calcule. 2x plus x, ça me fait 3x. 2 xylophones plus 1 xylophone, puisqu'il y a bien 1, et si c'est bien 1 implicite. Donc 2 plus 1, ça fait 3. 3 quoi? 3x est égal à 14 moins 8, qui me donne bien 6. De nouveau, ici, je dois toujours isoler x. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui me gêne? Il me gêne, c'est le 3. Attention que le 3, c'est quoi? C'est une multiplication. Donc si je déplace le 3x, ça va devenir... Ça, c'est une addition. 3x est une addition. Par contre, si je déplace juste le 3, qui est le coefficient de x, c'est bien une multiplication qui, en changeant de membre, va devenir quoi? Une division, puisque j'annule l'opération. Donc x est égal à 6 tiers, soit x est égal à 2. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié tout à l'heure, donc de bien indiquer vos solutions. S est égal à moins 1 pour le premier, et dans le deuxième, S est égal à 2. En fonction de vos professeurs, peut-être que vos professeurs utilisent SOL pour solution, c'est pareil. Alors, pour le dernier, de nouveau, je vérifie si je ne peux pas calculer quelque chose dans le membre de gauche et calculer quelque chose dans le membre de droite. Là, j'ai 9x septième, parce que oui, faites attention à cette forme d'écriture, parce que 9 septième fois x, en fait, une autre manière d'écrire ça, c'est 9x divisé par 7. C'est la même chose. Parfois, c'est intéressant de l'écrire sous cette forme si vous voulez mettre en avant les coefficients, ou plutôt garder la forme fractionnaire. Ici, pour ne pas vous perturber, on va écrire 9x divisé par 7. Mais par contre, ce sont des... en fait, ici, il s'agit d'une équation avec des fractions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire que, bon, j'ai bien 9x divisé par 7, moins 3 demi, qui est égal à 5 demi. Et on va tout mettre au même dénominateur, puisque j'ai un dénominateur 7, j'ai un dénominateur 2, c'est-à-dire que le plus petit commun multiple, c'est quoi? C'est 14. Nous allons donc multiplier 7 par 2 pour obtenir 14, je fais pareil au numérateur. Le 2, je vais multiplier par 7, et le 2 également, et là vous voyez que maintenant toutes mes fractions seront au même dénominateur. Et comme je suis dans une équation, et uniquement parce que je suis dans des équations, puisque vous savez, parce que si 1 demi est égal à 1 demi dans une équation, et bien si tous mes monomes, si tous mes termes sont au même dénominateur, je peux les supprimer puisque je sais que si 1 demi est égal à 1 demi, 1 est égal à 1. Et ça uniquement dans les équations. Mais si tous les termes sont au même dénominateur, vous pouvez faire quoi? Hop, supprimer ceci. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter beaucoup de problèmes. En règle générale, les fractions sont encore assez flou, malgré le fait que vous les ayez étudiés en 6e primaire, en première et en 2e. Ça reste encore, on va dire, l'opération qui pose le plus de problèmes, les fractions, pour beaucoup d'élèves. Alors maintenant, je calcule 2 fois 9x, 18x, moins 3 fois 7, 21, qui est égal à 5 fois 7, 35. Nous n'avons toujours rien à calculer dans le membre de gauche, et toujours rien à calculer dans le membre de droite. Je vais donc trier mes monomes en x, et mes termes indépendants. Nous allons donc du coup mettre les bleus avec les bleus, les verts avec les verts, et je me rends compte que je peux juste déplacer le moins 21 et le mettre de l'autre côté. Donc, qui n'a pas bougé de place? Le 18x, le égal et le 35. Le moins 21, qui est bien une soustraction en changeant de membre, va devenir une addition, donc plus 35, plus 20, donc 35 plus 21. Ça veut dire que 18x est égal à 56. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Isoler x, puisque pour l'instant, x n'est toujours pas isolé. Et nous allons donc du coup déplacer le 18. Et comme on déplace juste le 18 et pas tout ceci, eh bien, le 18, qui est une multiplication, en changeant de membre, va devenir une division. Donc, x sera bien égal à 56 divisé par 8. Une autre manière d'expliquer ça, peut-être que c'est ce que vous avez fait avec votre professeur, mais pas avec moi. Mais si je divise le membre de gauche par 18, je dois diviser l'autre membre de droite par 18, et donc du coup, je peux simplifier. Sinon, vous déplacez. Alors, attention, déplacer, c'est vrai que je n'aime pas trop ce terme, parce qu'on ne déplace pas dans une équation, on annule des opérations. C'est pour ça que je dis que mon addition deviendra une soustraction, qu'une soustraction deviendra une addition parce que ce sont bien des opérations opposées, et qu'une multiplication en changeant de membre deviendra une division, et une division deviendra une multiplication, parce que ce sont des opérations inverses qui s'annulent. Mais c'est vrai qu'on a tendance à un moment donné à raccourcir notre langage, et d'utiliser le verbe déplacer qui est faux, qui reste quand même relativement faux mathématiquement.
Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va devoir simplifier. Alors, soit vous trouvez directement le diviseur commun, puisque 56/18 n'est pas une réponse finale, soit vous savez quel est le plus grand commun diviseur, ou sinon, n'hésitez pas à faire plusieurs étapes, puisque par exemple, je sais que 56 et 18 sont tous les deux divisibles par 2. 56 divisé par 2, ça fait 28. Et 18 divisé par 2, ce qui me fait 9. Donc, réponse finale. Puisque là, non, ici, solution, nous avons bien 28 neuvième. Idéalement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à remplacer les valeurs de x dans vos équations de base pour vérifier si votre égalité de départ est bien respectée ou pas. Et n'hésitez jamais à vérifier vos étapes. Donc ici, par exemple, pour être sûr et certain. Donc là, généralement, -1 et 2, ce sont des réponses naturelles. En règle générale, on se dit, bon... Voilà, il y a quand même forte chance que je ne me sois pas trompé, mais quand même, vérifiez-vous. Ici, peut-être ça vaudrait le coup de se revérifier. Tiens, alors j'avais des septièmes, des demi, j'ai tout mis sur 14. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x2 ici, j'ai fait x7, j'ai fait x7. Ah, et revérifiez vos étapes, on ne sait jamais. Une petite erreur de calcul est si vite arrivée. 2 x 9, ça fait 18. Moins 3 x 7, moins 21. 5 x 7, 35, pas de problème. Le moins 21 que j'ai déplacé, qui est bien devenu 21. 35 plus 21 qui est devenu 56, le 18x est resté 18x, j'ai bien transformé ma multiplication en division, j'ai bien simplifié et ma fraction est irréductible, ok, pas de problème. Prenez le temps, vous avez le temps. Alors, justement ici, Justine écrit l'égalité 3 fois, entre parenthèses, x plus 5 égale à x plus 13. Nadia affirme que si x est égal à -1, alors l'égalité de Justine est vraie. Justifie que Nadia a raison, justement c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous pouvez vérifier vos solutions. D'ailleurs c'est vraiment les seuls exercices pour lesquels vous pouvez dire non ça c'est sûr et certain, j'ai mes points. Pourquoi? Parce que justement vous pouvez vérifier, c'est-à-dire le but c'est quand même de trouver la valeur de x qui répond à cette égalité. Donc nous allons faire quoi? Nous allons trouver notre solution, qui est -1 ici, dans notre équation de base et vérifier si l'égalité est vraie ou pas. En gros, est-ce que 3 fois -1 plus 5 est-il égal à -1 plus 13. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est modifier x par -1, et nous allons calculer le membre de gauche et le membre de droite en respectant les priorités des opérations. Donc 3 fois -1 plus 5, ça fait 4, est-il égal à -1 plus 13, qui est égal à 12, 3 fois 4, 12, 12 est égal à 12, ok. Là, c'est-à-dire que Justine avait raison, la réponse était bien -1, j'ai bien vérifié mon égalité, vu que 12 est bien égal à 12. Donc c'est ce que vous pouvez faire ici, plus haut. D'ailleurs, hop, on peut le faire, remplacer x par -1. Donc est-ce que 4 moins -1, donc -1, ça fait plus. Donc est-ce que 4 plus 1, moins 2 est-il égal à 3? 4 plus 1, ça fait 5, moins 2, 3, ça veut dire que 3 est bien égal à 3. Donc ici, je suis sûr et certain que je ne me suis pas trompé. Pareil ici, remplaçons x par 2. Donc je peux remplacer x par 2. 2 plus 4, ce qui me fait 6. 2 fois 6, ce qui me fait 12. Égal à 14 moins 2, qui me fait 12. 12 est égal à 12, pas de problème. Comme vous remplacez ici par des nombres naturels, ça va excessivement vite. Peut-être qu'il est vrai que pour ce genre de choses, remplacer x par des fractions sera peut-être moins évident, mais ce n'est pas infaisable non plus, puisque nous allons remplacer x par 28 neuvième. Nous pouvons donc simplifier 8 et 9. Nous pouvons également simplifier 7 et 28, qui me fait 4. Ça veut dire que tout ceci me donnera 4. 4 moins 3 demi. Donc 4 moins 3 demi, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mettre tout au même dénominateur, c'est-à-dire que 4 c'est quoi? 4 c'est 8 demi. 8 demi moins 3 demi, 8 demi moins 3 demi est bien égal à 5 demi. Donc j'ai bien vérifié mon égalité. De nouveau, remplacer avec des fractions est faisable, bien entendu, c'est juste que si vous faites une erreur de calcul en vérifiant, ça risque de vous perturber alors que votre solution est vraie. Peut-être que remplacer automatiquement avec des nombres entiers, parce que ça va encore assez rapidement. Par contre, c'est vrai qu'avec vos fractions, ça vaudrait le coup clairement de remplacer et de vérifier. C'est juste que j'ai peur que, en vérifiant votre calcul, vous vous trompiez dans votre vérification et donc du coup cela vous mette en doute. Donc je préfère que si votre réponse est une réponse fractionnaire, de vérifier plutôt vos étapes, et si vraiment à la fin vous avez le temps, faites-le. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, complète par le mot de vocabulaire adéquat, un quadrilatère dont les médianes sont ses seuls axes de symétrie, et ensuite on vous demande un quadrilatère qui est sa propre image par une rotation de 90 degrés. Donc ça, à la limite, vous pouvez faire des schémas ici un peu plus bas, vous avez l'occasion, on vous demande un quadrilatère dont ses axes de symétrie. Alors déjà, se rappeler des différents quadrilatères, puisque bon, j'ai des quadrilatères quelconques, je vais essayer de faire un truc assez quelconque, hop, hop, voilà. Ouais, j'ai tendance à faire des formes, voilà, hop, voilà, c'est très bien. Ça, c'est un quadrilatère quelconque, puisque j'ai bien 4 côtés. Est-ce que j'ai des médianes un peu compliquées? Ensuite, j'ai quoi? J'ai le parallélogramme, c'est aussi un quadrilatère. J'ai le rectangle, qui est aussi un quadrilatère. Hop, pardon. J'ai le trapèze, qui est aussi un quadrilatère. Hop, voilà. J'ai le carré. J'ai le losange.
Alors, pour faire le losange, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime bien, c'est de tracer ces diagonales perpendiculaires. Hop. Alors, vous pouvez faire des schémas assez rapides. Et donc, du coup, pour le parallélogramme. Alors, ces médianes des axes de symétrie, bah, ça m'étonnerait, puisque si je coupe cette forme en deux, vous voyez bien que si je la plie, hein, ici, bah, non, puisque elles ne vont pas parfaitement se superposer. Donc déjà, le parallélogramme, en fait, le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Donc c'est quoi encore un axe de symétrie? C'est si je plie mon quadrilatère en deux sur la ligne, comme les papillons par exemple, ou les tâches de Rödinger, qui sont dans les tests de psychologie, elles sont censées parfaitement se superposer. Donc par exemple ici, je n'ai pas d'axe de symétrie, donc il n'y a pas d'axe de symétrie, le parallélogramme a juste un centre de symétrie, ça oui. Alors ici, par exemple, le trapèze a cet axe de symétrie, donc c'est vrai que si je pliais, attention, le trapèze isocèle, parce que le trapèze rectangle n'en a pas, et le trapèze quelconque n'en a pas, mais c'est vrai que le trapèze isocèle ici a un axe de symétrie, mais de toute façon, si je pliais cette forme-là, bah, vous voyez qu'elle ne se superposera pas. Le carré, bah, ok, ces médianes sont des axes de symétrie, mais pas que, également ses diagonales. Lui, il a 4 axes de symétrie, en plus d'avoir un centre de rotation, et le losange, bah, c'est pas ses médianes, ses axes de symétrie, c'est ses diagonales. En fait, je l'ai passé un peu exprès, c'est le rectangle, puisque si je plie le rectangle ici, et le rectangle ici, qui sont bien ces deux médianes, eh ben, ce sont bien des axes de symétrie. Donc c'est bien le rectangle. En fait, il n'y a rien à faire, c'est de la partie théorique, mais vous pouvez quand même, surtout quand vous avez de la place comme ici, faire des petits schémas, prendre du temps, mais si vous commencez à faire des petits schémas, c'est vrai que faites-le peut-être à la fin du CE1D si vous avez le temps, parce que vous risquez peut-être de perdre, parce que le temps de faire tous ces schémas, normalement c'est une question qui dure 1 minute, allez 2 pour réfléchir, mais c'est vrai que si vous commencez à faire tous les schémas, vérifier un par un, ça risque de vous prendre 10 minutes pour seulement 2 points, 10 minutes durant lesquelles vous aurez peut-être pu rentabiliser ailleurs. Donc c'est vrai que pour ce genre de questions, vous pouvez faire des schémas, mais passez, pour être sûr et certain de ne pas manquer de temps à la fin et de revenir sur vos questions. Ça va? Et ensuite, un quadrilatère qui est sa propre image par une rotation de 90 degrés, là il s'agit bien donc du carré, puisque le carré, bah, c'est le seul quadrilatère. Si je fais une petite rotation de 90 degrés, eh ben, elle sera donc sa propre image. Hop, le carré. Voilà. Donc ça va assez rapidement. Si vous connaissez votre théorie, c'est toujours la même chose, donc faites quand même attention à bien étudier surtout les propriétés des diagonales, des axes de symétrie, des médianes et des centres de symétrie. Ensuite, on vous dit quoi? La droite D est un axe de symétrie du rectangle. Ok. Donc, et ensuite, on vous dit le point E est le milieu du segment AH. On va commencer un petit peu à décortiquer. Hein. Donc, c'est-à-dire que le carré, moi j'annote. Dès que j'ai ça, moi j'annote. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est-à-dire comme c'est un rectangle. AD a la même longueur que BC. Ceci a la même longueur que ça. Et comme je sais que ça est un axe de symétrie, c'est-à-dire que cette distance est la même que cette distance, et comme E est situé à la même distance de A et de H, c'est-à-dire que cette distance est la même que cette distance, qui est la même que cette distance, qui est la même que cette distance. Ben oui, si cette distance est la même que cette distance, et que E est situé au milieu, et que F aussi est situé au milieu, hein, c'est marqué ici, hop, on y va. Et donc, ici, la seule chose que je peux encore marquer, c'est ça, puisque je sais que cette distance est la même que cette distance. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on me donne comme information. Et ensuite, on vous demande quoi? De déterminer la nature complète, non plus caractéristique du quadrilatère. Alors, donc on vous demande la caractéristique de ce quadrilatère. Déjà, comme c'est un rectangle, ce côté et ce côté sont parallèles. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le segment EF, est parallèle au segment DC. Donc, c'est déjà un trapèze, au minimum, puisque c'est bien les propriétés du trapèze, hein, c'est d'avoir au moins une paire de côtés parallèles. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, est-ce que c'est un trapèze rectangle? Est-ce que c'est un trapèze quelconque? Ou est-ce que c'est un trapèze isocèle? Il va falloir que je regarde un peu plus attentivement. Et en fait, regardez le triangle qui est ici. Le triangle qui est là et le triangle qui est là. Si cette longueur est la même que cette longueur, et que cette longueur est la même que cette longueur, et que cet angle a la même amplitude que cet angle, je sais que cette longueur sera la même que cette longueur. Donc, c'est-à-dire que la longueur de ED égale à la longueur de FC. Donc, en plus d'être un trapèze, c'est un trapèze isocèle. Voilà. Puisque ce triangle et ce triangle sont bien isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont bien les mêmes longueurs. Donc, finalement, la dernière chose qui me reste à faire, c'est me dire que cette longueur est la même que cette longueur. Donc, c'est bien un trapèze parce que ceci et ceci sont parallèles, et isocèle parce que ceci et ceci ont la même longueur. Fini. Ensuite, dans un immeuble, on compte 40 propriétaires répartis comme suit. Un quart des propriétaires sont âgés de 20 à 29 ans. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, les dus, les des, c'est des opérations de multiplication.
Donc un quart de quoi? Des propriétaires. Donc un quart des 40 propriétaires. Et j'ai dit, hein, les dus, les des, machin, ça c'est de la multiplication. Donc un quart fois 40, qu'est-ce que je peux faire? Simplifier 40 et 4, ce qui me fait 10, et 1 fois 10, ce qui me donne bien 10. C'est-à-dire que j'ai bien 10 propriétaires qui sont âgés de 20 à 29 ans. 15%. Alors 15%, c'est 15 divisé par 100 des propriétaires, c'est-à-dire toujours 15% des 40. De nouveau, comme j'ai de la multiplication, je peux simplifier. Hop, donc c'est-à-dire, je peux ici barrer. Sinon, je peux même réfléchir en termes de plus grand commun diviseur, c'est-à-dire que 40 et 100 sont tous les deux divisibles par 20. 40 divisé par 20, ça fait 2. 100 divisé par 20, ce qui me fait 5. Ensuite, 15 divisé par 5, ce qui me fait 3 et 1. 3 fois 2, 6. Fini. Ensuite, on me dit quoi? 2 cinquièmes des propriétaires, donc toujours 2 cinquièmes fois 40. 40 et 5 sont tous les deux simplifiables, ce qui me donne 8 et 1, 2 fois 8, 16, 16 unièmes. Et ensuite, les autres propriétaires, donc c'est-à-dire j'ai tout calculé, il ne me reste plus que le dernier, c'est-à-dire que j'ai bien 40 propriétaires dans lesquels je dois retirer 10 propriétaires qui sont âgés de 20 à 29 ans, je dois retirer 6 propriétaires qui sont âgés de 30 à 39 ans, et 16 propriétaires qui sont âgés de 40 à 49 ans. Du coup, qu'est-ce que je fais? 40, moins 10, 30, moins 6, 24, moins 8, moins 16, pardon, 8. Sinon, ce que vous pouvez faire mentalement, c'est additionner les trois nombres négatifs, n'est-ce pas, hein, puisque ça, c'est du calcul mental. Ça, vous gérez comme vous voulez, mais en fait, c'est bien 40 moins 10 plus 6 plus 16. Bah oui, puisque j'ai quoi? J'ai bien un moins devant la parenthèse, donc j'ai bien changé le signe, puisqu'on peut réfléchir aussi à l'envers. Hein. Donc, quand vous additionnez, vous pouvez additionner des nombres négatifs et les retirer par après. Donc, ça, c'est bien du calcul mental. Et donc, du coup, 10 plus 6, ce qui me fait 16, plus 16, ce qui me fait 32, 40 moins 32, ce qui me fait bien 8. Hop, terminé. Et là, à la limite, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur en faisant la somme des différents, des différents propriétaires, des différentes tranches d'âge des propriétaires arrivés à 40. Donc faites attention au du, des, quand on vous dit 40% du prix des jeans, 50% de la population, les dus, les des, multiplication dans 99,99% des cas. Ensuite, on vous demande quoi? Déterminer la fraction que représente la partie grisée de chaque figure. Vous allez faire quoi? Vous allez donc subdiviser en parties égales. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ceci, hop, de transformer en fait. Ici, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez déjà compter par petit carré. Donc c'est-à-dire, par exemple, ici, pourrait se remplir là. Sinon, la meilleure technique, pour être sûr et certain de ne pas vous tromper, c'est tout diviser dans la même fraction. Tout divisé dans la même partie, c'est-à-dire que ce morceau a la même taille que ce morceau, qui a la même taille que ce morceau, qui a la même taille que ce morceau. Pourquoi ils ont la même aire. Donc, finalement, j'ai combien de morceaux? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'en ai 2 sur 8, donc 2 huitièmes, et 2 huitièmes qui me fait bien un quart. Ici, pareil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout découper en mêmes morceaux. Donc, on y va. Hop. Je fais des belles parallèles. Donc, j'ai fait une parallèle à ça. J'ai fait toujours une parallèle au premier. Je vais réfléchir dans l'autre sens. Je vais faire une parallèle ici et ici. Donc, on va réfléchir en parallèle pour faire des mêmes morceaux. Hop. Et là, en fait, regardez, donc j'ai bien à chaque fois les mêmes morceaux. Ce triangle a la même aire que ce triangle, qui a la même aire que ce triangle. Donc, j'ai bien fait des morceaux qui ont des aires identiques parce qu'ils sont isométriques, ils ont les mêmes longueurs. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien un morceau grisé sur 9. Donc faites attention quand vous travaillez de bien donc tout subdiviser en mêmes fractions, en mêmes parts égales. Quand vous faites un gâteau, quand d'anniversaire, vous avez tout découpé en mêmes parts égales, eh bien c'est la même chose. Ensuite, encadre par deux nombres entiers consécutifs. Donc déjà le nombre entier, faites attention, entier. C'est le genre de piège aussi qu'on voit très souvent, puisque des entiers, c'est quoi? Donc c'est bien l'ensemble Z. Donc entier, c'est bien l'ensemble Z, qui démarre où? Qui démarre de moins l'infini, et qui reprend tous les nombres naturels et leur opposé. Donc hop, par exemple, on y va. Donc ce sont tous les nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et leur opposé, c'est-à-dire moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc pas de nombres décimaux. Donc on vous demande une valeur plus petite. Donc déjà, attention à cette histoire de crocodile que moi je n'aimais absolument pas. Puisqu'on vous dit que le crocodile mange plus grand que lui, oubliez. Pour moi, je rentre plutôt dans une logique que cette ouverture est plus grande que le point qui est ici, c'est-à-dire que le côté de l'ouverture doit toujours être plus grand, donc par exemple ici, et le point doit toujours être plus petit que l'ouverture. C'est-à-dire, quand je lis de gauche à droite, ça veut dire que 3 est strictement inférieur à 18. Et quand je lis dans l'autre sens, 18 doit être strictement supérieur à 3. Donc là, quand je lis ceci, je lis que le nombre juste en dessous, le nombre entier juste en dessous de moins 3,6. Et faites attention, vous êtes dans des nombres négatifs. Hop, donc de nouveau, qu'est-ce que je peux m'amuser à faire? Je peux mettre le moins 3,6. Et le moins 3,6, il est
attention, je démarre bien à 0, donc je descends, je suis au moins 1, au moins 2, au moins 3, et ensuite au moins 4. Donc en fait, moins 3,6 se situe entre moins 3 et moins 4. Et donc faites attention, erreur très commune dans les nombres négatifs, c'est que la plupart des élèves vont me marquer ceci, vont me marquer que moins 3 est plus petit que moins 4. C'est faux, attention, nous travaillons dans les négatifs. Le nombre entier, juste en dessous de 3,6, c'est bien moins 4, je suis en train de descendre. Donc le nombre plus petit que moins 3,6, moins 4. Et qu'est-ce qui est plus grand que moins 3,6, moins 3, moins 4 est bien plus petit que moins 3. Pour 17,5, donc de nouveau ici, estimez la réponse décimale, beaucoup plus évidente finalement, puisque 17 divisé par 2, alors 17 divisé, ça on peut faire, 17 divisé par 2 ça va assez rapidement, sinon on se dit tiens, 2 il rentre combien de fois dans 17? Il rentre 8, et quelques fois, bon après divisé par 2 c'est faisable, donc on peut le faire. Mais par exemple ce serait bien de savoir ça quand vous avez par exemple ceci, voilà, par exemple 15 septièmes. Voilà, 15 divisé par 7, c'est pas évident, on ne peut pas le faire mentalement, mais vous allez faire quoi? Vous allez vérifier, tiens, 7, il rentre combien de fois dans 15? Il rentre 2 fois, donc ça veut dire que ça va me donner 2, quelque chose. Voilà, ça c'est quand vous avez des fractions où c'est pas toujours évident de diviser par 2, si vous pouvez le faire. Donc, quel est le nombre entier? Juste en dessous de 8,5, c'est 8, et au-dessus, le 9. Ici, de nouveau, faites attention, hop, fois 10 exposant 2, donc c'est bien faire fois 100, donc 5,132 fois 100, ce qui me donne bien 513,2. Donc faites vos calculs avant de partir. Donc qu'est-ce qui est juste en dessous de 513,2? C'est 513, et juste au-dessus, 514. Donc faites bien attention de bien lire votre question. Cette question n'est pas si évidente que ça pour certains, puisque déjà le nombre entier, bien connaître, de ne pas me donner des nombres décimaux. Vous serez étonné le nombre de fois où je lis des réponses avec des nombres décimaux. Genre par exemple ici, au lieu de me répondre moins 4, on me répond moins 3,7. Et au lieu de me répondre moins 3, on me répond moins 3,5. Alors le pire, c'est que c'est correct, parce que ceci est correct, c'est juste que ce ne sont pas des nombres entiers. Ça va? Que quand on est des nombres négatifs, ne tombez pas forcément dans le piège, parce que moins 4 est bien plus petit que moins 3. C'est vrai que le nombre de fois également que je vois ceci, parce qu'on se dit oui, 4 il est plus grand que 3, mais non, on est bien dans des négatifs, donc faites attention. Je vous annonce juste les erreurs les plus communes que j'ai vues et revues encore et encore. Ça va? Alors. Un professeur a corrigé un contrôle mathématique. Voici les réponses de 2 élèves. Ethan me répond moins 3 exposant 4 qui vaut moins 81. Et Mal qui me répond moins 3 exposant 4 qui vaut moins 80. Détermine lequel des 2 élèves a raison. Justifie ton choix. Alors, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre base est négative et nous avons un exposant pair. Donc, du coup, ma réponse est positive et non négative. Le moins ici est influencé par l'exposant. Donc, faites bien attention de vérifier si votre exposant est pair ou impair pour savoir si votre réponse est positive ou négative. Donc, c'est clairement Ethan qui a raison. Alors, pour justifier, vous pouvez justifier soit par un calcul, vous pouvez me dire, tiens, moins 3 exposant 4, là c'est en fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, qui est égal bien à 9 fois 9, qui est égal à 81. Bah oui, puisque négatif fois négatif me donne positif, négatif fois négatif me donne positif, et positif fois positif me donne bien positif. Sinon, évidemment, essayez quand même de me justifier grâce à la propriété, car l'exposant est pair. Donc, si la base est négative, la réponse sera positive. Ça, c'est en français. Sinon, une autre manière de me justifier comment, c'est d'écrire la propriété. Donc, me dire moins a exposant n. Si n est pair, 2 points, la réponse me donnera du coup a exposant n. Si n est impair, la réponse me donnera du coup moins a exposant n. Donc vous pouvez me justifier à travers le calcul, vous pouvez me justifier en écrivant une phrase, mais le mieux, le top du top, ce serait quand même de me donner la propriété que vous utilisez. Ensuite, ce graphique indique la distance parcourue par une ambulance et celle parcourue par un véhicule de police en fonction du temps. Très bien. On vous demande d'entourer la bonne réponse, donc bien savoir lire un graphique dans un repère cartésien, enfin plutôt un repère orthonormé ici. Entoure la bonne réponse. Donc quelle est la distance parcourue par le véhicule de la police la première heure? Donc la première heure, donc je regarde, je suis sur l'axe des abscisses, puisque j'ai des unités de temps en heures, et l'axe des Y, l'axe des ordonnées, c'est la distance parcourue en kilomètres. On me demande la distance la première heure, donc je regarde ici, et mes yeux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc travailler ceci. Hop. Je regarde, hop, j'ai un point d'intersection, et donc je regarde la valeur en Y. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ils ont bien parcouru 60 km. La durée de l'arrêt du véhicule de police. Alors, c'est quoi l'arrêt? Vous voyez qu'ici, c'est bien le graphique de le véhicule de police. Très bien. Et vous voyez qu'ici, la distance, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté. Et puis tout d'un coup,
la distance, arrêtez d'augmenter et puis elle réaugmente. Bah, vous voyez justement ceci, c'est bien le temps d'arrêt puisque pendant un certain nombre de temps, eh ben, le véhicule a arrêté de parcourir une distance qui est bien représentée ici. C'est bien le morceau là qui a une longueur de 3 cases. Bah, il faudrait déjà savoir combien vaudrait une case puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 6 cases pour une heure. 6 cases, une heure, c'est quoi? C'est 60 minutes. Ça veut dire que chaque petite case vaut 10 minutes. Donc 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, donc 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes, etc. Donc là, vous regardez, il s'est arrêté entre la 50e minute et la 80e minute. Il y a bien une différence d'une demi-heure. Il y a tellement de manières différentes de procéder et de réfléchir. Moi, voilà, c'est une manière. Sinon, il y en a qui vont me dire, mais monsieur, ça se voit, je sais directement que 3 cases, c'est une demi-heure parce que 6, c'est 1 heure. Oui, c'est proportionnel. Donc, faites comme vous voulez. Mais déjà, la première étape, c'est bien de comprendre que ceci représente bien la durée de l'arrêt du véhicule de police. Voilà. Je pense que c'est la première étape, en effet, à analyser. Et puis, regardez justement combien de temps il s'est déroulé, donc bien une demi-heure, 3 cases, puisque chaque case vaut 10 minutes. Ensuite, on vous demande quoi? La durée pour parcourir les 40 premiers kilomètres de l'ambulance. Donc là, je vais devoir faire le contraire. Je vais regarder la fonction qui est ici de l'ambulance, et on va regarder les 40 premiers kilomètres, donc 20, 30, 40 kilomètres. Voilà. Pour 40 kilomètres, hop, je m'arrête ici, sur la fonction des ambulances, et je redescends. Et en fait, je me rends compte qu'il a fallu que 20 minutes à l'ambulance pour parcourir 40 kilomètres. Ensuite, le tableau ci-dessous donne le nombre de repas chauds pris pendant une semaine par des élèves de deuxième année. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 18 élèves qui n'ont pris qu'un repas, j'ai 11 élèves qui ont pris 2 repas dans la semaine, j'ai 7 élèves qui ont pris 3 repas dans la semaine, et j'ai 4 élèves qui ont pris 4 repas dans la semaine. On me demande déjà en bâtonnet, le diagramme en bâtonnet est incomplet, on me demande déjà de tracer le bâtonnet manquant. Donc je sais déjà que l'axe des X, c'est le nombre de repas, et le nom Y, le nombre d'élèves. Très bien. Mais le problème, c'est qu'on ne m'a pas donné les unités en Y. Donc déjà, je dois savoir plus ou moins. Donc, déjà, voilà, vous voyez que pour 4 élèves, j'arrive à 4, et vous voyez que, ça, donc, c'est censé me représenter 4. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que 4 élèves, c'était donc 4 repas. Donc, normalement, pour 4 élèves, je suis censé avoir mes 4 repas. Donc, c'est-à-dire que chaque petite ligne ici vaut déjà 2, hop, 8, 10, 10, 12, etc. Et pour 18 élèves, donc 12, 14, 16, 18, donc on va devoir aller jusqu'ici. Donc voilà, bien analyser le tableau de distribution et essayer donc de bien retrouver donc du coup la valeur des intervalles puisque il ne nous donnait pas cette information à la base. Alors, ensuite on détermine le mode de cette série de données. Donc comme on avait vu en classe, le mode c'est quoi? C'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre de repas, le plus fréquent. Et l'effectif ici le plus fréquent, soit si vous préférez, quel est le plus grand bâtonnet? Le plus grand bâtonnet, c'est un repas. Donc détermine le mode de cette série, c'est bien prendre un repas. Généralement, les élèves ont plus tendance à prendre un repas sur la semaine que 4 où ils ne sont que 4. Il n'y a que 7 élèves qui ont pris 3 repas sur la semaine. Donc oui, plusieurs manières de réfléchir. Donc soit vous regardez ceci, c'est-à-dire les effectifs, nombre de repas. Quel est l'effectif le plus fréquent? 1, puisque j'ai bien 18 élèves, soit dans mon tableau en bâtonnet, dans mon graphique en bâtonnet, quel est le bâtonnet le plus haut des repas. Ensuite, le nombre d'élèves qui ont pris au moins 3 repas. Donc si ça c'est plutôt du français le problème. Au moins 3 repas, ça veut dire ceux qui ont pris 3 repas et plus. Donc ça c'est vraiment des questions semi-français. Quand on dit au moins 3 repas, il y a 7 élèves qui ont pris 3 repas et 4 élèves qui ont pris 4 repas. Donc il y a plus 4. Donc il y a 7 plus 4 élèves qui ont pris au moins 3 repas, soit 11 élèves qui ont pris au moins 3 repas. Au moins, donc ça veut dire le nombre et plus. Et ensuite, on me demande quoi? De calculer le pourcentage d'élèves ayant pris 4 repas. Il y a 4 élèves. Donc ça, c'est l'effectif. Donc l'effectif, effectif, divisé par l'effectif total. Donc je sais qu'ils sont 4 à avoir pris 4 repas, mais je sais, en fait, est-ce qu'on m'a donné le nombre total d'élèves? Est-ce qu'on m'a donné l'effectif total? Parce que, ok, on m'a dit il y a 4 élèves, mais on m'a jamais, à un moment donné, c'est vrai qu'on n'a jamais calculé l'effectif total, donc je sais qu'ils sont 4 sûrs. Alors, vu qu'il y a 18 élèves qui prennent un repas, plus 11 élèves qui prennent 2 repas, plus 7 élèves qui en prennent 3, plus 4 élèves qui en prennent 4, donc ça c'est mon effectif total, et si je veux mettre en pourcentage, qu'est-ce que je vais faire? Fois 100. Voilà. Donc là, il va falloir calculer, donc 18 plus 11, ce qui me fait bien 29. 29 plus 7, ce qui me fait bien 36. Plus 4, 40. Soit j'ai bien 4 sur 40 fois 100.
Normalement, vous n'avez pas le droit, donc on est toujours livré, hein, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, donc dites-vous que si vous avez des nombres hyper difficiles pour mettre en pourcentage avec des nombres décimaux, c'est qu'il y a un problème quelque part, puisque ici vous êtes censé ne pas avoir la calculatrice, enfin vous n'avez pas la calculatrice, donc s'il y a un petit problème dans vos calculs, si vous le trouvez beaucoup trop compliqué, c'est que vous avez un problème. Donc alors, 4 divisé par 40, ce qui me fait 1 dixième, 10 et 100 sont tous les deux divisibles par 10, ce qui me fait 1 fois 10, 10, donc j'ai bien 10%. 10% de mes élèves prennent 4 pas. Ensuite, sur cette figure, les mesures ne sont pas respectées. C1 est un cercle de centre Y, très bien, et de rayon 2. Ah, donc, moi j'annote au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça, par exemple, je sais que c'est un rayon qui vaut 2. Ça aussi, je sais que c'est un rayon qui vaut 2. Voilà, donc on essaie de compléter au fur et à mesure. C2 est un cercle de centre Z et de rayon 5, c'est-à-dire que cette distance vaut 3,5 et je sais que cette distance vaut 3,5. Attention, cette distance, je parle bien de ici. Hein. Donc ça, c'est un rayon du cercle C2. C'est comme ceci est un rayon du cercle C1. Bah, d'ailleurs, ici aussi. Hein. En fait, hop, je vais même compléter ça un peu mieux. Je sais que ceci a également une distance de 2 et je sais également que ceci a une distance de 2. Je vais peut-être pas avoir besoin de tous, hein, mais au moins j'indique ce que je suis sûr et certain. Alors si jamais, je peux les souligner. Hein. Donc ça, c'est bien rayon, ça c'est bien rayon, ça c'est bien rayon, ça c'était bien rayon, et ça aussi. Voilà. Moi, je connais déjà ces informations. Ensuite, on dit que le point X est le seul point commun de C1 et C2. Ça veut dire que C1 et C2 n'ont qu'une seule intersection en X. Ils sont bien tangentes extérieures, puisque ce cercle est bien tangente extérieure à ce cercle, puisqu'il se coupe en un seul et unique point. Donc c'est le vocabulaire quand même à maîtriser, hein, les positions des deux cercles. Donc petit rappel, étudiez quand même les cercles disjoints extérieurs, les cercles tangentes extérieurs, les cercles sécants, les cercles tangentes intérieurs, les cercles disjoints intérieurs, les cercles concentriques. Tout ça, c'est des mots de vocabulaire que vous devez maîtriser absolument, sait-on jamais qu'on vous interroge. Et on sait que M et P sont parallèles. Bah, est-ce que je dois le noter? Je crois que ça se voit. Hein. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas en train de jouer avec nos yeux, mais ceci est clairement parallèle à ça, même visuellement, je parle. Alors, maintenant qu'on nous a dit ça, on va dire quoi donc? Alors, les caractéristiques avec précision la position relative des cercles C1 et C2. Oui, donc ça c'est clairement du vocabulaire. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ils sont tangentes, 10 extérieurs, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ils sont tangents extérieurs. Donc ça c'est le vocabulaire. Calcule la distance entre le point Y et Z. 2 plus 3,5, ce qui me donne 5,5. Voilà. On ne me demande même pas de justifier. Okay. Ensuite, on me demande quoi? La distance entre le point Z et le point M. Quelle est la différence entre le point Z? Le point Z est ici, et la droite M est là. Comment mesurer la distance entre un point et une droite? C'est toujours le chemin le plus court, hein, puisque entre ça et ceci, vous pouvez prendre ce chemin, vous pouvez prendre ce chemin, vous pouvez prendre ce chemin, mais le problème c'est qu'on va toujours devoir prendre le chemin le plus court. C'est très 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 important. Hein. Pour mesurer la distance entre un point et une droite, c'est toujours le chemin le plus court, soit la perpendiculaire. Donc surtout, ne me répondez pas que c'est 5,5. Hein. Techniquement, vous êtes ici, vous devez marcher sur le trottoir d'en face. De nouveau, pensez au passage piéton. Les passages piétons sont généralement perpendiculaires par rapport au trottoir parce qu'on n'a pas envie que vous marchiez. Qu'en fait, on a envie que vous marchiez le moins longtemps possible sur la rue, parce que dans la rue, il y a les voitures, et les trottoirs sont comment? Perpendiculaires, il s'agit bien du chemin le plus court. Mais en fait, cette distance, du coup, est la même que cette distance, parce que comme c'est parallèle, ça ferait un carré, non? Et donc la distance qui sépare Z et M est la même qui sépare Y et W, soit 2, un rayon de 2. Question 23. Alors, on vous demande de construire un centre commercial qui est situé à égale distance entre la ville A et B. Donc comment connaître tous les points qui sont situés à la même distance que deux autres points? Il s'agit de la médiatrice, hein, donc ça ce sont bien les définitions de lieux géométriques, puisqu'on avait fait tout à l'heure la définition de construction. Donc je dois construire la médiatrice du segment AB, hein. Donc médiatrice perpendiculaire plus milieu. C'est-à-dire que pour l'instant, je vais peut-être éviter le vert parce qu'il me semble de mémoire avec mes élèves, je crois que c'était la réponse finale qu'il fallait mettre en vert. C'est vrai que je ne lis pas à chaque fois toute la question en entièreté pour gagner un peu de temps dans les vidéos. Mais voilà. Donc moi, de nouveau, hein, c'est toujours le même problème qu'au début de ma vidéo. C'est que comme je suis sur ma tablette, moi, je ne peux pas utiliser des outils numériques, enfin des compas, des équerres. Donc, voilà. Mais déjà, savoir faire une médiatrice entre A et B, donc médiatrice perpendiculaire, c'est-à-dire que pour l'instant, tous ces points que je suis en train de mettre au laser, qui appartiennent à ma médiatrice, sont situés à la même distance de A et de B. D'ailleurs, ce point, vu qu'il n'est pas sur ma médiatrice, est situé plus proche de A que de B. Ce point
est situé plus proche de B que de A. Pourquoi? Parce que si tout ceci représente tous les points à la même distance entre A et B, ça veut dire que, en fonction si je suis à gauche, entre guillemets, ou à droite de ma médiatrice, de part et d'autre de ma médiatrice, je serai plus proche d'un point. Par exemple, ici, tout ça est plus proche de A, alors que tout ceci sera beaucoup plus proche de B. Voilà. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ensuite, on me dit quoi? À moins de 1,5 km de l'autoroute. Alors, comment savoir tout ce que c'est situé à moins 1,5? De nouveau, toujours mettre la plus petite distance, donc faire une perpendiculaire de part et d'autre de ma droite. Pour déjà, avant de savoir à moins ou à plus de 5 km, comme je vous disais tout à l'heure avec ma médiatrice, ce serait bien de savoir tout ce qui est situé à la même distance. Et donc, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir faire une perpendiculaire de 1,5 km. Donc ici, je mesure. Généralement, le CE1D, ils ne font pas des trucs compliqués. Donc, à mon avis, vous avez la feuille sous vos yeux, mais je parie que ça fait 1 cm. Voilà. Et si ça ne fait pas 1 cm, ça en fait 2. Mais ils ne vont jamais chipoter avec des 0,7, des 0,8. Si vous, sur votre feuille, vous avez des 0,5, c'est parce que j'ai peut-être réduit la copie pour pouvoir imprimer moins de feuilles. Mais sinon, normalement, le CE1D, ils feront 1 cm ou peut-être 2, donc reconvertir. Donc, si 1 km est équivalent à 1 cm sur votre feuille, ça veut dire que 1,5 km est équivalent à 1,5 cm. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va en faire dans une autre couleur, hein. Hop. Je vais faire une perpendiculaire de part et d'autre de ma droite de 1,5 cm, de 1,5 cm. Pour faire quoi? Une parallèle. Donc moi je triche un petit peu, hop, voilà. Donc je fais une première parallèle, hop, et je vais en faire une deuxième. Et voilà. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, on vous dit quoi? À moins de 1,5 km. C'est-à-dire que pour l'instant, on est ici. On est à l'intérieur des maps parallèles puisqu'on dit moins. Donc ça, c'est tous les points qui sont situés exactement à 1,5 km de mon autoroute. Si on est à l'extérieur, ça veut dire qu'on est à plus de 1,5 km. Et si on est à l'intérieur, ça veut bien dire qu'on est à moins de 1,5 km de l'autoroute. Bien faire des parallèles. Ensuite, on me dit à plus de 4 km du supermarché. Donc comment déjà savoir tout ce qui se situe à plus de 4 km d'un point, là, il va falloir peut-être tracer un cercle de rayon de 4 cm, puisque si 1 cm vaut 1 km, ça veut dire que 4 cm vaut 4 km. Donc, il va falloir peut-être tracer un cercle. Donc, je vais le faire en... Donc, moi, de nouveau, hein, le problème, c'est quoi? C'est que Voilà, vous n'avez peut-être pas exactement ce que j'ai sous mes yeux, parce que moi, je ne peux pas utiliser de latte. Donc, on va utiliser un cercle qui a un rayon de 4 cm. Donc voilà, plus ou moins ici. Tac, voilà. Et là, maintenant, il va falloir à plus de. Donc c'est-à-dire à l'extérieur de mon cercle. Tout ce qui est à l'extérieur de mon cercle est situé à plus de. Donc maintenant, il va falloir réfléchir. Alors, il va falloir réfléchir dans le sens où il faut remplir les 3 conditions quand même. Donc la première, c'est être à la même distance. Donc ça doit être quelque part ici. Mais ça doit être à l'intérieur de mes parallèles, puisqu'on dit à moins de 1,5 km de l'autoroute, donc il me reste déjà plus que ceci, mais à plus de 4 km du supermarché, donc c'est-à-dire à l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me reste? En fait, il me reste le petit morceau ici, que je dois d'ailleurs, il me semble de mémoire, mettre en vert. Voilà. Donc c'est-à-dire que je remplis mes 3 conditions sur ma médiatrice, à l'intérieur de mes 2 parallèles et à l'extérieur de mon cercle. Et donc il s'agit de tous les points qui respectent ces 3 conditions. Donc ici, 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 ici. Voilà. Et j'ai terminé la vidéo.